Merci d'être là, mesdames et messieurs. Vous suivez Congo Presse, certainement que c'est Maîtresse Télévision, la chaîne du professionnalisme et de l'excellence qui continue toujours à travailler. Question de vous mettre au parfum de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous sommes samedi 17 décembre 2022. Mesdames et messieurs, l'actualité va être discutée, analysée avec des journalistes qui, je ne voudrais pas revenir sur les tendances de chacun d'entre eux, mais quand même, ils vont donner leur façon de voir les choses par rapport à ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Ils restent journalistes. J'ai toujours rappelé que ce qu'ils disent ici n'engagent pas leurs organes de presse respectifs. Ils sont journalistes, ils sont libres de toute analyse sur toutes les questions qui concernent la République démocratique du Congo. Dan, vous êtes journaliste de Congo Base Télévision. Bonsoir et bienvenue à ce Maîtresse Télévision. Bonsoir, merci Francis de m'avoir invité. C'est une nouvelle fois un honneur de prendre part à cette émission qui, comme on le comprend, qui permet à ce que nous puissions décortiquer l'actualité du Congo. L'analyse, c'est une émission qui a la particularité de creuser les questions qui sont donc lancées dans les médias. Et ici, nous allons donc essayer de comprendre cette actualité de façon approfondie à travers les analyses que chacun va devoir produire sur ce plateau. Merci beaucoup, Dan. Josué Foutila. Merci beaucoup, Francis Ochudi. Je profite aussi pour saluer mes confrères. Je ne les appelle pas les co-débatteurs, puisque sur des plateaux de télévision, nous ne venons pas pour défendre la religion de partis politiques, mais nous venons pour donner nos appréciations par rapport à l'actualité, quitte à la population de pouvoir apprécier comment se porte le pays. Voilà. Merci de m'avoir associé à cette émission et je salue aussi les téléspectateurs. Merci beaucoup, Josué Foutila. Ben Kaimbe, les transferts le plus lourd. Comment vous allez? Je vais bien, sauf que les téléspectateurs doivent un tout petit peu m'excuser parce que la voix est très cassée. Vous savez, on n'a que la voix pour travailler comme outil de travail et que par moment, lorsque on l'exploite très mal, et on arrive à avoir des cassures. Mais j'avais un petit biscuit. En venant ici, je suis passé par Kitambo Magasin. J'étais vraiment offusqué de voir vers la station, là où on a l'habitude de dire au chauffeur de ne pas stationner. Généralement, lorsqu'on dit au chauffeur de ne pas stationner, c'est parce qu'il y a une station juste à côté. Mais maintenant qu'on a barricadé cette station et qu'on est en train de faire des travaux à l'intérieur, je me demande quelle est l'importance aujourd'hui de demander au chauffeur de ne pas stationner. Parce que la station est hors service. On demande au chauffeur de ne pas stationner parce qu'on utilise la station, il y a les entrées et les sorties. Surtout avec cette prolifération des stations. Mais maintenant que c'est fermé, ça veut dire qu'à cet endroit-là, lorsque les chauffeurs vont stationner, il n'y a pas de problème. Ça gêne quoi? Ça gêne pas l'entrée de la station, ça gêne pas la circulation. Ça reste un endroit vide où les chauffeurs peuvent stationner. J'ai vu ces fameux Oudjana ici en train d'arracher les plaques d'immatriculation. Et j'ai vu même aujourd'hui des 207 qui ont créé une case, je vais dire même qu'on a soudé pour essayer de garder les plaques d'immatriculation. Maintenant, là, on sait bien lever avec des pinces. Mais en tout cas, si vous laissez votre plaque d'immatriculation avec des vis, en tout cas, dans plus ou moins 30 secondes, ils savent bien le faire puisqu'il est mécanicien. Merci beaucoup, Ben Kayembe. Ça, c'est un constat malheureux à travers la ville. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on était en train de décrier la prolifération des stations à travers la ville de Kinshasa. C'est presque toutes les parcelles au coin des avenues qui sont achetées par de riches pour en faire des stations. On s'est dit, mais est-ce que dans une seule ville comme Kinshasa, on peut avoir autant de stations-service? Et quel est l'objectif? Même les gens qui délivrent les autorisations, je me dis, mais finalement, tout Kinshasa aura
autant de stations. Même des morgues, maintenant il y en a comme des boutiques. Quartier. Voilà. Même des morgues, il y en a comme des boutiques. C'est déplorable. Merci. On va attamer le vif du débat de ce soir. Il y a plein de monde d'actualité pendant la semaine, on l'a toujours rappelé, mais Samuel 13 à travers Congo Presse revient toujours sur les grandes questions, les grandes thématiques d'actualité. Eh bien, ce soir, on va commencer par la situation catastrophique, je ne sais pas comment appeler ça. Il y a eu de morts par rapport aux récentes pluies qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa. On a déploré plus de 140 morts. Cette situation inquiète tous les Congolais à travers la République parce qu'on ne peut pas continuellement enterrer des gens au lieu de prévenir certaines choses. Alors, on va analyser qu'est-ce qu'on doit faire, à qui revient la responsabilité, qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter ce genre de choses. Ici, on va discuter avec des confrères sur ce plateau, mais on ne va pas revenir sur les débats d'individus. On va donner des analyses, on va proposer des choses comme il faut le faire. Je commence par rapport à cette question à Ben Kaimbe. Ben, on a déploré des morts. La gestion de la ville de Kinshasa, beaucoup de gens disent que ça pose un problème. Gentini Gobila, qui est le gouverneur, il a un adjoint qui est là, qui est venu, à qui on a fait confiance, parce qu'il a fait de preuves à Kingabwa. Mais apparemment, on a l'impression comme si Kingabwa n'est pas la gestion de toute la ville. J'aurais souhaité, pour prêcher par l'exemple, ne pas citer Ngobilé Jekoko parce que vous avez dit on doit quitter les débats des institutions. Je parle du gouvernement, je ne sais pas parce que vous avez Ngobila comme gouverneur et Kinshasa comme une entité gérée par Ngobila. Vous avez dit tantôt ici qu'il faudrait éviter je parle de fixation sur les individus. Mais je vous les concède quand même. Allez-y. Je voudrais dire ici qu'on devait quitter au fait cet état des choses. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la ville, je me dis, s'il y a un problème lié à l'urbanisation, je ne vois pas ces attributions revenir à Gentini Ngobila. S'il faudrait parler de l'urbanisation de la ville de Kinshasa, on verra, comme on l'appelle, le ministre Molendo. C'est-à-dire c'est à lui de voir où on devait construire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui n'est pas fait normalement. Mais d'ailleurs, là n'est pas le débat. Parce que moi, j'ai eu l'occasion d'arriver sur place. On a posé des questions aux gens qui habitent les quartiers. Ça ne relève pas du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Ah oui, c'est plus Mobile où je me suis trompé d'ailleurs. J'ai dit que lorsque nous sommes arrivés sur place, on a essayé de poser des questions. On nous dit que ce n'est pas un problème de construction anarchique. Ce n'est pas un problème de construction anarchique, ça veut dire... Mais c'est quoi le problème? L'entreprise qui est en train de construire la route n'a pas pris le soin de mettre les caniveaux selon les normes. Ça veut dire la quantité d'eau qui passe par là. Et la taille de ces caniveaux ne correspond pas. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a pluie et que de l'eau essaye de couler normalement, ça ne marche pas. Parce que de un, j'ai même contacté quelques-uns qui connaissent au moins ces domaines. On m'a dit qu'il y a 3 opérations lorsqu'il pleut. Généralement, il faudrait, si l'eau doit d'abord être filtrée. Si l'eau ne trouve pas où être filtrée, il doit nécessairement... J'oublie encore les termes, il doit, comment on dit ça déjà, bon, les termes va revenir. On m'a dit qu'il y a un cycle à respecter. Ça veut dire lorsqu'il pleut, ça veut dire les ingénieurs doivent savoir que la pluie commence par telle étape, la deuxième étape et puis la troisième, on doit tout respecter. Mais ceux qui ont construit la route n'ont pas tenu compte de cela. Mais des deux, chers amis, je me demande qui a pu tromper le chef de l'État jusqu'à ce niveau-là. On a trompé le chef de l'État. Évidemment. À quel point? On a laissé le chef de l'État dire des choses. Je ne sais pas si réellement ils sont en mesure de prouver. Le chef de l'État dit d'abord quoi? Que les catastrophes qui ont eu lieu en République démocratique du Congo sont liées au changement climatique. Il est allé dire ça. Je me demande qui a dit ça au chef de l'État. Pourquoi on doit amener le chef de l'État à un sommet aussi prestigieux comme ça? Est-ce que ce n'est pas Mme Bazaïba qui a dit ça au chef de l'État? Parce que c'est elle qui s'occupe de l'environnement. Ces changements climatiques qui ont causé les inondations, qui ont causé des morts. Je pose des questions. Parce que s'il y a réchauffement climatique, il n'y aurait pas seulement eu cette route-là qui serait coupée. Il n'y aurait pas eu les inondations tout simplement là-bas. Lorsque vous partez en Iran, en Afghanistan, où il y a des intempéries à outrance, cher ami, c'est toute la ville qui est balayée.
Quand vous parlez de changement climatique, il y a eu changement climatique seulement Matadi Kiba. C'est ce qu'on veut dire. Non, mais qui a laissé, c'est à travers toutes les communes, presque toutes les communes, on a déploré des morts. Donc des choses comme ça, on se dit c'est quand même aberrant. Mais après, pour conclure, mais ici, on ne devait pas prendre des décisions pour satisfaire, je vais dire ici, pour satisfaire les envies du populisme. Ça veut dire qu'à ce niveau, on doit prendre des décisions qui vont, n'est-ce pas ici, nous amener à voir des routes qui vont plus tard ne pas se couper comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai appris qu'on a premièrement jeté des moellons, on a mis du sable, on a laissé des véhicules passer et des véhicules sont partis encore. Et maintenant on dit, oh, non, il faut encore revoir. Mais on est en train de tâtonner. Pourquoi? Donc, on est pressé, pourquoi? Est-ce que si aujourd'hui le gouvernement le fait dans 48 heures comme il a promis, est-ce qu'il faut le faire à tout prix? De manière précipitée. Peu importe, même si celui-ci ne va pas être conçu sur les normes, mais l'essentiel, on a promis. Dans 48 heures, il faudrait que les passagers puissent circuler normalement. C'est pas normal. On finira par... On a désacralisé la vie humaine. Parce qu'à chaque fois qu'on essuie les pertes en vie humaine, c'est comme si les autres enfants des objets de commerce, ça veut dire il doit vendre son image, tout le monde est là, c'est moi qui est arrivé en premier lieu pour défendre la cause des populations meurtries, ainsi de suite. Je pense qu'on doit prendre des décisions très sérieuses et courageuses, ne pas suivre cette envie de se faire voir que, bien évidemment, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. On doit prendre des décisions sérieuses. Merci beaucoup, Ben. Mais Dan, en suivant la logique avancée par Ben Kaïmbe, il est en train de dédouaner, n'est-ce pas, le gouvernement provincial, dirigé par Gentini Ngobila. Il fait plutôt, il incombe la responsabilité dans toute son entièreté au gouvernement central, à Sama Lukonde et son équipe, qui devra quand même prendre des mesures préventives pour éviter ces genres de catastrophes ou ces genres de choses qui ont endeuillé plus d'une famille à travers la ville de Kinshasa. Votre appréciation? Merci. Je m'en vais d'abord présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu les leurs dans cette catastrophe. En tout cas, toutes ces personnes qui ont perdu les leurs, je connais la douleur quand les gens perdent un être cher. J'ai eu à perdre un être cher, surtout pour les personnes qui ont perdu les parents dans cette catastrophe. Je connais la douleur qu'ils traversent quand vous perdez une personne chère, un être cher. Dans un pays comme le nôtre, quand vous perdez une personne qui vous prenez peut-être en charge, c'est vraiment difficile de pouvoir vous en sortir tout seul. Donc je pense à toutes ces familles qui ont perdu les membres de leur famille. Et donc nous espérons que, en tout cas, qu'ils essaieront de s'en sortir sur cette question. Alors, le problème du mardi passé, la pluie qui s'est abattue sur la ville, la nuit du lundi au mardi, moi je pense que c'est vrai, peut-être que les responsabilités sont établies entre le gouvernement provincial et le gouvernement central, mais pour qu'on puisse les déterminer, il faut une enquête approfondie. Parce que vous avez chaque autorité a des responsabilités dans la ville. Dans les champs d'attribution. Voilà, des responsabilités. Vous avez le ministère provincial, le ministère de l'urbanisme et habitat, qui doit normalement veiller à ce que la ville soit viable. Vous avez le gouvernement provincial qui doit faire en sorte que les lois soient appliquées et que les normes de construction soient également appliquées. Moi, je vois le problème un peu plus global. Je ne vais pas rester sur les individus, moi je vais rester plus globalisant. Dans quel sens? Dans le sens où nous sommes en RDC, à Kinshasa en particulier, où nous vivons un problème. Le problème on dira aussi même de l'exode rural. Et donc, selon les prévisions, Kinshasa, d'ici 2050, sera l'une des villes les plus peuplées d'Afrique, avec pratiquement 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 17-15 millions d'habitants. D'ici 2050, la population va doubler, voire au-delà. Est-ce qu'il y a un plan d'urbanisation de la ville de Kinshasa? Parce que la ville, quand elle a été créée vers 1881, la population était, selon le nombre, de 30 000 pour certains, d'autres disent même 20 000. Or, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que la ville de Kinshasa a la capacité d'accueillir cette masse de la population? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que quand vous regardez bien, pas simplement à Kinshasa, toutes les villes de la RDC
si vous les visitez, vous vous rendez compte que l'architecture, les bons endroits qui sont construits, ce sont les endroits que les Belges ont laissés. L'urbanisation, c'est l'urbanisation belge. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, cette situation est due du fait que nous aussi, en tant que population, nous construisons là où on n'a pas autorisé. Ben a parlé de constructions anarchiques, tout ça. Mais aussi, il y a une part des responsabilités. Pourquoi les autorités n'arrivent pas à faire des guerres pires, ces gens-là, des endroits mal construits? Voilà pourquoi je parle d'un plan d'urbanisation pour toute la République démocratique du Congo. On ne va pas simplement rester sur Kinshasa, parce que vous vous rendez compte qu'après 60, les villes africaines ne se sont pas, les villes congolaises particulièrement, ne se sont pas modernisées. Vous voyez, il faut un plan d'urbanisation qui s'adapte aux réalités à venir. On sait que Kinshasa, dans 50 ans, aura 30 millions d'habitants. Quel est le plan qui est mis en œuvre pour que Kinshasa puisse accueillir ce nombre de personnes? Non, on laisse aller. En dehors de cela, il n'y a pas de suivi. Vous avez des lois qui sont bonnes. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat doit délivrer les permis de construire, mais les gens vont construire sur des terrains marécageux, sur des zones où on ne peut pas vraiment construire, sans contrôle, sans suivi. Donc, il y a absence d'autorité de l'État dans ce secteur-là. Et donc, pour établir les responsabilités, on ne va pas simplement dire que c'est la faute à Gentini Ngobila ou encore du ministre Pius Mabilou ou encore du ministre des Affaires foncières. Non, il faut, comme je l'ai dit, il faut une enquête sérieuse pour déterminer les responsabilités. En dehors de cela, il faut des sanctions parce que nous ne sommes pas à un premier forfait. Vous allez vous souvenir qu'en février dernier, 2022, il y a eu des gens qui sont morts à Matadi Kibala. Oui. Il y avait une petite pluie qui est tombée, il y a un câble haute tension qui s'est coupé. Voilà, les gens sont morts. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de sanction. Il n'y a aucune sanction, aucun ministre qui a été révoqué, aucun gouverneur, aucun bourgmestre. Le problème aussi incombe à nous, population. La population est ignorante. Nous ne connaissons pas nos droits. On ne sait pas quelles sont les limites du gouverneur, quelles sont les limites du bourgmestre. Imaginez-vous dans un quartier, quand il y a catastrophe naturelle, on va interpeller qui? Le bourgmestre ou le chef de quartier? Vous comprenez? Il faut déjà commencer par quelque part. Il faut déjà par là que la population s'informe, connaître les limites de chaque autorité. C'est là que moi je vois le problème. Et donc, pour ma part, je crois que cette question incombe au gouvernement provincial et au gouvernement central. Pourquoi? Parce qu'on ne prévoit pas comment gérer les catastrophes. On vient en rescousse, on vient en sapeur-pompier. Or, au départ, il fallait déjà prévoir qu'en cas de, qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'est pas normal que dans une ville où habite le chef de l'État, les gens continuent de construire sans l'autorisation. Et on laisse ces maisons-là s'étendre sur des quartiers, sans sanction. On ne veut pas détruire. On prend la décision de détruire quand il y a mort d'homme. Non, il y a irresponsabilité. Donc il faut attendre qu'il y ait des dégâts pour que les autorités descendent, simplement pour constater la situation. Et puis, après avoir constaté la situation, on se rend compte que les populations sont délaissées. Or, dans un cas pareil, quand il y a mort d'homme, qu'est-ce que l'on doit faire? Non seulement prendre en charge les familles ou le deuil, prendre en charge les deuils et puis enterrer les morts, mais aussi prendre en charge peut-être les orphelins. Ce qui a été fait, je vis les communiqués de l'hôtel de ville. C'était fait, mais quel sera l'avenir? Est-ce qu'il fallait attendre seulement que les gens meurent pour venir communiquer sur la prise en charge des obsèques? C'est tout ça le problème. C'est ça le problème. Que deviennent ces orphelins qui ont perdu leurs parents? Que deviennent-ils? Vous avez déjà vécu dans une situation où vous n'avez pas de tuteur, vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas une personne qui vous prenne en charge. C'est difficile dans un pays. Parce que l'impression qu'on donne ici, la prise en charge des obsèques, c'est comme si on a fait quelque chose. Non, ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. Il faut voir comment ils traitent la question. Ils s'en foutent complètement. Et moi, je vois ça comment? Le Congo est comme, je dirais, excusez-moi, comme une jungle où chacun est là pour ses propres intérêts. Et les enfants de ces autorités ne sont pas ici à Kinshasa, ne sont pas au Congo. Quand vous mourrez, c'est votre problème de votre famille, c'est vous qui perdez. Ils s'en fichent carrément. Est-ce que toutes ces autorités-là ont leurs enfants ici au Congo? Pour voir? Non, c'est pour dire qu'il y a un laxisme, il y a un manque de volonté. Il n'y a que le peuple qui peut se prendre en charge dans ces conditions pareilles. Parce que, en quelque sorte, nous méritons cette médiocrité. On n'est pas là on ne sanctionne pas ceux qui nous dirigent de façon totalement inacceptable. Josué, il y a
autant de fois que le gouvernement provincial a toujours demandé, même pas demandé, mais menacé de déguerpir les gens qui ont construit dans les endroits où on ne pouvait pas construire. Mais on a l'impression comme si il faut attendre que le dégât arrive, que les gens meurent, et après on précipite pour dire qu'on prendra en charge les obsèques. Mais est-ce qu'on pense, comme l'a dit Dan, on pense aux orphelins, à ceux qui sont restés, qu'est-ce qu'ils vont devenir? D'abord, je présente mes condoléances, comme le prédécesseur, à toutes ces familles qui ont perdu leurs proches. Je suis moi aussi affilié à une famille qui a perdu 9 membres. La même nuit, 9 personnes sont parties. Je suis allé retrouver une cousine sur les lieux pendant que je faisais mon reportage, qui m'apprend que les 9 personnes qui sont décédées sont de sa famille. Alors, ce qui signifie que... Vous êtes aussi touché par cette directement touché par cette catastrophe. 9 personnes qui sont d'une même famille. Alors, moi, je viens sur ces plateaux, je vais construire une idée qui va nous permettre de pouvoir établir les responsabilités. Dan parle des enquêtes, mais moi, je construis une idée qui va nous permettre d'établir les responsabilités. Allez-y. Je donne ici les généralités sur le fonctionnement d'une chaussée. Une chaussée, la première étape, c'est d'abord la construction. La deuxième étape, c'est l'utilisation. Et la troisième étape, c'est l'entretien. C'est-à-dire, après avoir construit, on utilise, mais il faut entretenir. Qui construit, c'est le gouvernement central. Qui utilise, la population. Et qui entretient. Qui entretient, c'est le gouvernement provincial. C'est aussi le gouvernement national et le gouvernement provincial en même temps. Nous sommes de la presse, nous avons été les premiers à alerter que pendant qu'il y aura reprise des pluies, il y aura des catastrophes. Je suis sûr que chacun de nous a lu un article écrit par 7 sur 7 où nous étions en train, nous en tant que presse, même sur ces plateaux, je me rappelle, vous l'aviez dit. Tout à fait. Alors, je ne sais pas moi qui dans son quartier a vu les services du ministère des ITP venir curer les caniveaux. Personne. Mon frère a dit que les caniveaux tels que construits ne pouvaient pas recevoir le volume d'eau tel que nous l'avons vu l'autre fois. Mais recevoir le volume d'eau ou pas, mais il faudrait se poser la question de savoir si ces caniveaux étaient d'abord curés bien avant de recevoir ces volumes d'eau. Mais dans les quartiers, on vient, même quand bien même, on ne cure pas très bien, mais le peu qu'on sort des caniveaux, on le met dehors. Mais pour qu'un véhicule revienne pour ramasser ne fût-ce que ce qui a été sorti, tout à fait. On le laisse là et, oui. Et quand il pleut, ça rentre. Voilà. Vous savez, on peut beau rejeter la responsabilité à la population, mais n'oubliez pas que nous sommes un peuple pauvre. Et un pauvre habite là où il peut. Les riches habitent là où il veut. Mais un pauvre habite là où il peut. Quand un pauvre trouve un endroit pour ne serait-ce que se reposer, il ne peut que fabriquer son domicile et habiter. Mais c'est à l'État que nous remettons tous les moyens possibles pour pouvoir contraindre la population à quitter ces endroits. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un Congo où nous évoluons de manière reculée. Comment? On va déguerpir ou casser les habitations qui se trouvent dans un ancien cimetière, mais on oublie d'aller contraindre la population qui a loti tout près des endroits à haut risque. Tu vois un peu? Entre le fait d'aller casser là où vous trouvez que c'est un ancien cimetière et aller contraindre la population à quitter des endroits où vous trouvez que c'est à haut risque, quelle est la priorité? Il y a beaucoup de questions, beaucoup de décisions prises. C'est ça le problème. La ville, nos autorités se dirigent là où il y a leurs intérêts. Moi, je vous signale qu'à Ngaliema, où il y a eu plus de 30 morts, c'est juste derrière, après mon avenue. C'est sur Drève de Selembao, non loin de la résidence de José Makila. Moi, je suis sur Drève de Selembao, non loin de Henri Mova. Je vous dis, plus de 30 morts.
Et quand les autorités sont venues, j'ai suivi leur conversation à côté. Il s'est jeté des responsabilités. Non, mais ça ici, ce n'est pas moi. C'est toi. L'autre dit non, ce n'est pas moi. C'est ton secteur. Ce n'est pas possible. Mais un ministre qui... Vous savez, oui. Ils étaient tous venus, hein, les ministres de la Santé, l'urbanisme et l'habitat, ITP, le Premier ministre, Jean-Tini Ngobila, ils étaient là. Ils sont venus faire quoi? Bon. Non, constater le dégât. Maintenant que je construis cette idée, on sait savoir à qui incombe la responsabilité. C'est à la fois au ministre de l'urbanisme et l'habitat, c'est à la fois au gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est à la fois au ministre des ITP, qui ne savent pas quoi faire. Ils ont dans leurs attributions tout ce que nous venons de citer, mais ils ne savent pas quoi faire. Comme l'a dit Seth Kikouni l'autre fois, au lieu de pouvoir voir quels sont les secteurs à réguler ou quelles sont les priorités, ils se mettent à regarder là où coule du miel. Et là, c'est tout le monde qui se précipite. C'est ça le problème. La population est laissée à son triste sort. Maintenant là, on est face à un État pompiste qui ne vient que pour constater les dégâts. Comme nous autres, l'État vient constater les dégâts. Et en fin de compte, ils vont débourser de l'argent qu'ils vont peut-être détourner aussi pour remettre aux sinistrés. Et puis nous sommes à la ville. Pratiquement, les autorités au niveau provincial, on a tendance à prendre des décisions qui ne sont jamais mises en application. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, le général Kassongo avait pris la décision, il a demandé à tous les commandants des SIAT de ne plus garder les motos à l'intérieur des SIAT. Mais observez un peu, je me demande, mais à quoi ça vous fait plaisir de prendre des décisions populistes et après vous disparaissez et les choses se maintiennent comme telles? Vous savez, c'est le lieu ici de relever aussi un fait, le fait que le président, moi j'ai comme l'impression que le président Félix est seul. Il gère le pays seul. Il ne faut pas donner raison à Joseph Kabila qui a dit qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui. Bon, moi, je n'évoque pas ici la théorie de Joseph Kabila, mais je parle de l'impression que j'ai de ceux à qui on a attribué certaines responsabilités. Le chef de l'État se retrouve seul. Vous voyez, c'est... Bon, on va bientôt aller aux élections. Il n'est pas tard pour refaire ou pour recadrer certaines choses. Mais bon... Mais ce n'est pas 6 mois. Nous sommes à Kinshasa. Pas 6 mois, nous sommes à Kinshasa. C'est lui qui l'a dit. Il était de la même famille politique qu'Ngobila. Il est actuellement en prison. Nous sommes à Kinshasa. Même nous qui sommes sur ces plateaux, nous avons l'impression que Kinshasa n'est pas gouverné. Non, ce n'est pas l'impression. Moi, je n'ai pas l'impression. Vous n'avez pas l'impression. Et c'est ça la réalité. Je n'ai pas l'impression comme si Kinshasa n'est pas gouverné, mais je dis simplement que Kinshasa n'est pas gouverné. Vous gardez les impressions. Donc, les décisions qui sont prises, mais qui ne sont pas exécutées. Voyez même nos bourgmestres qu'on nous met. Un bourgmestre qui va dire le bilan est salé. Le bilan est salé. C'est une drame. C'est une drame. Vous voyez à qui nous avons affaire. C'est le lieu ici de lancer un appel à la population d'aller aux élections, de sanctionner ceux-là qui ne savent pas gérer la chose publique et de mettre à la place qu'il faut ces gens qui sont capables de gérer la res publica. Bon, ça fait vraiment très mal, mais qu'est-ce que vous voulez que nous, on puisse faire? Nous n'avons que ce micro pour parler, pour dénoncer, alerter, comme nous l'avons toujours fait. Malheureusement, on a l'impression, je ne voudrais pas revenir sur les impressions, mais ceux qui sont en face de nous font tout pour ne pas écouter ce que nous on dit. Nous avons un contrat, non avec certains individus, mais le contrat des journalistes, c'est un contrat social avec la population. Et je crois qu'à notre niveau, nous faisons bien le travail. Et parce que c'est à tout moment qu'on dénonce, c'est à tout moment qu'on alerte sur les éventuels dégâts qui peuvent arriver. Je vous ai rappelé ici qu'il n'y a pas longtemps, vous aviez alerté sur les dégâts au moment où il y aura la reprise de pluie. Et voilà, aujourd'hui, on est arrivé. Mais si on écoutait la voix d'un simple journaliste qui n'a que son micro pour défendre la population, pour alerter des choses, je crois qu'on aurait pu éviter ce genre de choses. Alors, on va prendre la grande thématique de cette soirée, c'est la déclaration forte de Moïse Katumbi
et qui se débarrasse de Félix Tshisekedi et de l'Union sacrée. Vous l'avez suivi sur les antennes d'une chaîne en dehors de la République démocratique du Congo. Il l'a dit, et avec des mots justes, qu'il est celui qui doit venir trouver des solutions aux problèmes de Congolais. Il en a beaucoup supporté, et en quelque sorte, il voulait dire qu'il ne voulait pas que ce soit ces principes-là qui soient rattrapés par le principe de non-assistance, personne à danger. Katumbi finalement, qui trouve que le peuple congolais est à danger et il ne peut pas rester juste observateur, et il faudrait qu'il intervienne pour trouver des solutions. Union sacrée, bye bye. Katumbi, candidat président aux élections de 2023. Dan, comment ça va se dessiner maintenant que le mariage est consommé entre les deux? Le divorce plutôt. Voilà, le divorce. Oui, c'était prévisible déjà. Nous savions tous, nous pouvions présager déjà que Katumbi serait candidat président de la République. Nous pouvions déjà le constater au lendemain de son départ du FCC, à l'époque de la majorité présidentielle de Joseph Kabila. Mais ce que moi je constate dans cette déclaration de Katumbi, c'est que nous sommes dans une répétition. Et qui dit répétition, dit succession d'événements qui se ressemblent. On est en 2015, Moïse Katumbi venait de faire pratiquement 7 à 8 ans comme gouverneur de la province du Katanga, le Grand Katanga. Le monsieur dit qu'il n'est plus en communion avec la majorité présidentielle de l'époque, Joseph Kabila. Et Katumbi se déclare candidat président de la République. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Il y a eu de procès qui ont été fabriqués. Fabriqués de toutes pièces. Il est même arrivé à quitter le pays. Il a quitté le pays. Pourquoi? Parce que, pour des raisons que tout le monde... il s'est opposé à Joseph Kabila. Voilà. Et cette situation, quand Katumbi part, il reste opposant à Kabila. Il reste opposant à Kabila et il veut venir conquérir la majorité présidentielle. Il se dit, en tout cas congolais, il a les pleins droits reconnus par la Constitution, donc il est censé revenir briguer la magistrature suprême. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Il y aura tout ce qui va s'en suivre, et Katumbi finalement ne reviendra pas au pays, malgré l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoyait une décrispation politique, retour des prisonniers, des exilés et tout ça. Katumbi finalement ne va pas revenir au Congo pour postuler. Vous comprenez? Et donc moi je vois dans ça une politique de remise en question. À quel niveau? Nous sommes à Genève. À Genève, vous avez tous ces leaders de l'opposition qui sont ensemble, qui se disent, pour avoir plus de chances d'emporter la présidentielle, nous devons nous mettre ensemble pour faire face aux candidats du FCC. Vous voyez, ils se mettent ensemble, ils désignent un candidat commun qui était Martin Fayulu. Par la suite, nous savons ce qui s'est passé, c'est Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui vont partir. Mais Katumbi va rester aux côtés de Fayulu pour le soutenir à ce qu'il puisse remporter la présidentielle. Quand Tshisekedi remporte la présidentielle, il devient président de la République, il vient appliquer les mesures qui ont été signées dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Katumbi va finalement récupérer son passeport. Et il va rentrer au pays. Il va rentrer au pays, on dira 3-4 ans après. Quand il revient au pays, il est en quelque sorte redevable à celui qui l'a fait revenir au pays. Tshisekedi, il va s'allier finalement Tshisekedi. Mais il ne perd pas cette envie-là de devenir président de la République. Katumbi aujourd'hui, même en face d'un candidat qui n'est pas en face de n'importe quel président qui sera en face de lui, Katumbi sera candidat. Parce qu'il a cette envie en lui. Tout ce qui va tenter de l'empêcher à devenir président, il va s'y attaquer. Vous vous souvenez de la loi Tchani qui a gesticulé pendant un moment. Oui, c'est aussi la crainte que je trouve pour Katumbi. Est-ce qu'on on va pas chauffer cette loi qu'on a apparemment mis de côté pour de fait, je sais pas quoi. Je vais y arriver. On va gesticuler cette loi-là qui semblait mettre tous ceux qui sont binationaux, bon, pas binationaux, tous ceux qui ont un parent qui n'est pas d'origine congolaise, un peu en question. Et donc, Katumbi sont menacés, il va attaquer. Vous ne savez pas pour rien que ces majors vont
en tout cas, à acculer Noël Tchani et tous ceux qui soutenaient cette loi. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons cette union sacrée de la nation à laquelle appartient Moïse Katumbi. Mais à la veille des élections 2023, le monsieur a besoin d'être président de la République. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déclare candidat président de la République et il dit que le bilan du président Tshisekedi, c'est pas lui qui l'endosse, parce que c'est Tshisekedi qui impulse la vision du gouvernement. Lui, il est venu exécuter. Et il même dit dans une interview de France 24, il a dit, je suis venu voir le président Tshisekedi, je lui ai remis mon cahier de charge qu'il n'a pas respecté. Et donc, face à ce non-respect, moi je me retire. Il a dit même qu'il sait qu'il y a des gens qui vont le quitter. Il y a certains députés nationaux, certains peut-être ministres qui vont déclarer... On spécule déjà sur plus de 30 députés nationaux qui... Une cinquantaine. Qui se sont déjà retirés d'Assemblée pour la République de Moïse Katumbi. Ça, c'est une politique, excusez-moi, passez-moi l'expression, de bas étage que je soutiendrai jamais. Mais ce monsieur était préparé à ça. Il était préparé à ce que les gens puissent le quitter. Et c'est ce qui va arriver. Il y a des gens qui vont faire allégeance à l'union sacrée de la nation, un peu comme à l'époque de Kabila, certains qui sont restés avec Kabila quand il est parti. C'est que moi je vais demander aux autorités, tant judiciaires que politiques, qu'on ne fasse pas la répétition de ce qui s'est passé, parce que nous avons évolué, le temps est passé. À l'époque de Kabila, qu'est-ce qui s'est passé? On a monté de toutes pièces des procès judiciaires avec Stoupis et tout ça. Affaire 600 mercenaires. 600 mercenaires, tout ça. Pour l'empêcher, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu effet boomerang. Effet boomerang, c'est-à-dire Katumbi a plutôt grimpé dans l'opinion, au lieu qu'il puisse être... Il a grimpé dans l'opinion. Aujourd'hui, si cela est fait, je ne pense pas que le chef de l'État accepterait que cela arrive. Si Katumbi est candidat, qu'on le laisse compétir, le bloqué serait le pousser à grimper à nouveau dans l'opinion. Parce qu'on dira, finalement, il a un prétendant sérieux, si on le bloque, il dit que s'il postule, il va être président de la République. Donc on ne répète pas les erreurs du passé. Si Katumbi veut président de la République, qu'on le laisse postuler. Et puis par la suite, nous verrons qui va l'emporter. Alors, Abel Kayembe, vous avez vu, je crois qu'au début du mandat de Félix Tshisekedi, à un certain moment, Katumbi a essayé de soulever un peu la tête. Et vous avez vu la loi Tchani ressortir. Est-ce que vous ne craignez pas, je parle de Katumbi bien sûr, il ne craint pas qu'on revienne sur le même méthode, comme l'a dit Dan, du genre 600 mercenaires avec Alexis Tambwe Mwamba, et aujourd'hui on vient avec une loi taillée sur mesure, question d'empêcher Katumbi de se représenter, et finalement il va repartir en exil comme ça a été le cas à l'époque de Joseph Kabila. Merci, chef Francis, pour la question. Mais d'abord, qu'il me soit permis de revenir un tout petit peu en arrière. Allez-y. Parce que j'ai entendu ici, je vais dire à mon frère Foutila qu'il ne faudrait pas dédouaner le président Tshisekedi. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Mais par moments, je me dis que les comportements humains qu'on a ne doivent pas emporter sur les responsabilités étatiques que nous avons. Vous avez par exemple ici, si vous êtes, vous avez, je suis tenté de dire ici, de qualifier, j'observe, j'ai comme l'impression aussi, je vais utiliser ces impressions, que le chef de l'État est habité par un laxisme qui ne dit même pas son nom. Vous savez, les comportements humains ne doivent pas influencer même lorsqu'on est dans des postes de responsabilité. Vous avez vu Félix Tshisekedi lorsque ces jeunes ici au Palais du Peuple lui parlaient des prises de décision qui ne sont pas exécutées par les directeurs, par les ministres. Vous avez vu Félix Tshisekedi bouger la tête. Je me suis dit, ben ça y est, on a remis les pendules à l'air. Mais ça n'a rien changé. Ces jeunes a tout dit au président Félix Tshisekedi. Écoutez, vous avez pris des décisions. Il a même ici pris à témoin Patrick Mouyaya, présent dans la salle. Il ne va pas les contredire. Mais le président n'a fait que bouger la tête. Après, il y a silence radio. Moi, je vous dis, j'étais vraiment très ému de voir les chefs de l'État. C'est comme, pour moi, j'étais en jeu, j'ai dit, mais tiens, écoutez, on a remis vraiment la morale du chef de l'État. Les chefs de l'État bougeaient la tête, mais tiens. Parce que quand on bouge la tête, chez nous en Afrique, on dit, c'est monsieur. Il a compris le message. Ça veut dire que, tiens, c'est pas comme ça. Ça veut dire que ces gens ici ne me respectent pas, je dois prendre des décisions. Mais après, silence radio. Ici, il ne faudrait pas dire qu'il n'a pas de collaborateurs, parce que par moment, je me dis,
Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, pour virer 10 personnes dans son cabinet, il a besoin d'avoir encore 15 personnes? C'est pas ça les problèmes. On continue à créer ici des institutions budgétivores qui ont ici les mêmes responsabilités que les ministères. Aujourd'hui, on a presque tous les ministères à la présidence de la République. On a ici, lorsque vous avez les ministres qui veulent faire ceci, non, c'est les conseillers qui vont en premier. Les ministres vont aller inaugurer, non, c'est les conseillers. Il y a chevauchement même des attributions. On crée tout pour donner, je ne vais pas utiliser l'expression chocolat qu'on utilise, pour donner à tout le monde l'espace. Et puis, il faut voir les trains de vie. Donc, c'était une parenthèse que je voudrais qu'on referme rapidement. Il ne faudrait pas les dédouaner. Il a sa part de responsabilité. Il doit prendre des décisions qui s'imposent. Quand un jeune se permet de remettre le chef de l'État comme ça, et tout le monde a suivi, cette décision, ou sinon, cette rencontre devait s'en suivre des mesures qui prouvent à suffisance que le chef de l'État a écouté ce que la jeunesse a dit. Je pense qu'il a même fait fi de tout ce que la jeunesse a dit. Parce que jusque-là, il n'y a pas de retombées. Parlons maintenant de M. Katumbi. Ici, j'aimerais fustiger avant d'aller en profondeur de ma pensée. Il ne faudrait pas permettre que je le dise à Ningala, on le dit toujours à Ningala, ceux qui montent aux opéras, il ne faudrait pas ici parler tout simplement des agissements de Moïse Katumbi. Il faudrait regarder aussi la cause qui pousse Moïse Katumbi à prendre cette posture. Ici, je vais ici dire, vous avez vu les comportements de l'IDPS face à tout candidat potentiel pour 2023, toutes les personnalités politiques qui se sont déclarées pour 2023, vous voyez les comportements de l'IDPS. Vous avez vu ici les juges démissionner, citant le nom d'un cadre de l'IDPS, comme quoi les juges subissent des pressions pour équiper Moïse Katumbi. Les juges a même démissionné. Mais qu'est-ce qu'on va encore entendre par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez que Moïse Katumbi présente comme attitude? Ce serait de partir. Parce que non seulement déjà, on ne respecte plus les quotas de Moïse Katumbi, on a débauché déjà un grand lot. Comment vous voulez débaucher un grand lot de députés? Vous reconnaissez, vous continuez à créer des dossiers. On va se partager le bilan. Non mais, il ne reconnaît pas quel bilan? Mais il a donné quel bilan on va partager? Ici, on a même entendu ces cadres-là qu'on acquise d'acquiler les juges dire que non, ils travaillent pour l'intérêt du pouvoir. Ça veut dire tout ce qui fait, toutes ces pressions qu'il fait sur les magistrats pour des dossiers. Il y a même des dossiers à la Cour constitutionnelle pour des candidats comme Matata. Je me dis, si aujourd'hui on pousse autant de leaders politiques à se retirer, à se désolidariser de l'union sacrée, vous ne voyez pas ces leaders-là, peut-être plus tard, revenir aux anciens amours. Alors que Matata a un dossier avec la justice, c'est un dossier qu'on doit quand même voir clair. Non, mais nous ne sommes pas des hommes de droit, mais nous suivons les hommes de droit lorsqu'ils réfléchissent. Ici, on nous a toujours dit, je suis journaliste, peut-être que je vais mal le dire, on a toujours dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, ils sont imposables à tous et ils ne font aucun, je crois, recours. Il n'y a pas de possibilité de recours. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, cette même décision a été rendue. Je me demande, on a changé aujourd'hui la loi pour que cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui a dédouané ma tête à pognon soit remis en cause aujourd'hui. C'est une parenthèse. Ah, donc ça veut dire que je suis pas un de toi, je vais la faire rapidement. Écoutez, est-ce qu'il est vrai, il est normal que dans un pays démocratique où on prône la démocratie, où on fustige le détournement, qu'il y ait des individus qui ont un rat, des gens qu'on ne peut pas juger, quand bien même ils ont commis, je ne dis pas que Matata a volé, mais même si quelqu'un a détourné de l'argent, même si quelqu'un a volé de l'argent, je ne veux pas le dire. Non, mais parce que je ne suis pas... Mais tu sais qu'il a initié un projet il n'est pas à vous faire mal, qui était il y a la justice qui est là. Il semblerait chez moi. Là-bas, on ne sait pas manger le ministre de la tête en pognon. Et donc, quelqu'un, dans un pays comme le nôtre, qui est des gens qui volent et qui ne seront jamais devant la justice pour répondre les faits. Vous trouvez ça normal? Parce que apparemment vous avez semblé lié Matata à un acharnement politique, à un procès politique. Vous avez la réponse à votre question. Allez-y. Vous parlez d'un pays démocratique, donc ces pays-là seraient régis par les textes. Ce que j'ai évoqué ici, c'est les textes de la République. Donc on doit les respecter si nous sommes réellement dans un état de droit. Nous savons comment. Donc c'est pas moi de vous dire comment on arrive à ce stade-là. Nous savons comment les gens tirent le texte de leur camp quand il s'agit de tel acte ou tel autre. Ah ben en tout cas ici, j'aimerais entendre quelqu'un qui va donner notre son de cloche. Je pense ici,
J'ai parlé ici de Moïse Katumbi, on a parlé de Matata Mponyo. Il ne faut pas oublier aussi Kamere, parce qu'il faut prendre les alliés dans toute, dans toute sa grandeur. Vous parlez aussi de Vital, il faut parler aussi de Vital Kamere. Aujourd'hui, Vital Kamere est presque parti. Tout récemment, il a voulu faire un point de presse pour déjà déclarer ça. Mais j'ai entendu qu'on l'a conseillé d'attendre un tout petit peu parce que on ne sait pas où iraient les partis. Si aujourd'hui ils se retirent de l'Union sacrée, est-ce qu'ils seront à l'opposition? Ils seront où? Les cadres ont estimé que l'État n'était pas mieux choisi. Il faudrait attendre plus tard. Mais tous ces alliés-là qui se désolidarisent aujourd'hui de Félix Tshisekedi, il faut se poser des questions. Parce que plus tard, si aujourd'hui il y a un lobby, ou sinon, il vous n'allez pas comparer ici Mbosso, Vital Kamere, vous n'allez pas comparer ici Mbosso, Moïse Katumbi, vous n'allez pas comparer ici Bahati, Moïse Katumbi. C'est suffisant. Regardez aujourd'hui si on peut avoir déjà un Kabound qui est presque, je vais dire, abandonné, oublié même. Il est même la justice l'a oublié à Makala. Oui, même la justice l'a oublié. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. Si vous avez un Katumbi qui est, je vais dire, délaissé, sans position, vous avez un Katumbi qui est aussi parti déjà, vous avez Kamere qui est déjà en route, et vous avez un Joseph Kabila qui est assis, qui est en train de voir comment faire, peut-être aussi, pour revenir aux affaires. Le PPRD a annoncé que... Non, il peut revenir... C'est à tout moment. Oui, c'est ça que j'ai dit. Quand un Kabila qui est assis en train de réfléchir et qui voit tous ces gens qui claquent la porte, eh bien, je me dis que peut-être la porte de Joseph Kabila n'a jamais été fermée pour ces gens. Et que si une dynamique se crée autour de Joseph Kabila, ça va être compliqué. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui dérange les alliés? C'est que les intérêts des alliés sont totalement dérangés. Les seuls alliés aujourd'hui qui bénéficient, je vais le dire ici tout haut, c'est peut-être Martin Fayoulou. Parce que vous avez vu, aujourd'hui, Vital Kamere ne s'est pas retrouvé dans les nominations. On parle même... Attendez. Le seul allié... Qui se retrouve. De qui? Du Félix Tshisekedi. Qui se retrouve. Oui. Et c'est Martin Fayoulou. C'est Martin Fayoulou. Ça, c'est une innovation. Oui, je vous dis, c'est Martin Fayoulou. Vous allez le voir plus tard. Il est vous allez voir plus tard ce qui va se passer. Je vous ai dit, on a parlé ici de la CENI, tous ces calendriers. Vous avez entendu Fayoulou dire un mot? Je vous ai dit ici qu'il y a des militants de l'ESID qui travaillent actuellement à la CENI. Non, mais vous avez... Je vous dis, là pour la première fois on a roulé l'évier, mais ça n'a pas marché. Cette fois-ci, il était très énervé. Il y a des militants qui sont affectés à la CENI. Si réellement il était un opposant, on devait voir les militants de l'INC aller, mais les militants de l'INC n'y sont pas. On devait voir les militants de l'ensemble aller, ils ne sont pas. Et puis d'ailleurs, Denis Kadima le vend à coup de latte, ça veut dire il a maintenant des postes à promouvoir, il vend à des acteurs politiques pour ne pas s'attaquer à lui. Katumbi Tshisekedi, divorce est consommé. 2023, Katumbi candidat, président de la République. Comment ça va se passer? Bon, avant d'aborder ces sujets liés à la politique, j'aimerais moi aussi renfermer une parenthèse. Une parenthèse, mais concernant les sujets liés aux personnes qui sont mortes, qui sont parties. Nous sommes... En fait, ça sera inconcevable qu'on perde plus de 150 personnes et que personne ne soit puni. Ça sera très inconcevable. Même pas une punition administrative, il n'y a pas. Alors, c'est les lieux ici, mais les incompétents, ils sont nombreux. J'ai ici construit une idée qui a facilement repéré les incompétents, et c'est clair. Donc, moi, je pense qu'il faut punir, et punir sévèrement ceux qui ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Sinon, encore l'année prochaine, on va encore perdre des individus, plutôt des Congolais. Alors, partons de votre sujet. Pour moi, le fait que Katumbi annonce sa candidature, c'est un non-événement. C'était fait anodin. C'est un non-événement. Les élections congolaises sont faites par les lois congolaises, conformément aux lois congolaises. C'est comme mon frère Francis qui a annoncé aujourd'hui que je suis candidat. C'est normal. Ça devient un événement lorsque la Cour dit que non, on ne peut pas retenir ta candidature vu ça. Donc pour moi... Est-ce que vous voyez Katumbi avancer par rapport au régime de Félix Tshisekedi? C'est un fait normal. Alors, j'arrive. Là où je condamne certaines attitudes,
C'est au niveau où les cadres, certains membres du pouvoir veulent en faire un événement. Aujourd'hui, regardez la toile, regardez les réseaux sociaux. On n'a qu'une seule recette, c'est insulter Katumbi. Ce sont ces mêmes personnes qui rendent mauvais service au chef de l'État. Katumbi est candidat. Demain, ça sera Vital Kamerhe. Demain, ça sera Martin Fayulu. Ou encore Jean-Pierre Bemba. Mais où est le problème si on a beaucoup de candidats et qui vont aux élections? C'est au peuple de décider. Ce n'est pas que vous vous réveillez un matin, vous prenez votre téléphone, vous commencez à insulter les Français de Katumbi, vous insultez la peau de Katumbi, vous insultez les origines des Vous lui rappelez ses origines. Voilà. C'est là où il y a un sérieux problème. Katumbi Lit était l'événement de 2018, il allait déjà être candidat à la présidentielle. Même lui-même, le président Félix, il est allé à Genève. Il était avec Katumbi. Si Katumbi n'était pas dans une position défavorable, peut-être que lui-même, le président Félix, allait voter pour Katumbi. L'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale. C'est une plateforme de gouvernance. Mais après, si quelqu'un sent que je ne suis plus capable de vous accompagner, il jette l'éponge et il se déclare candidat. Moi, je ne vois même pas un problème dans tout ça. Mais on attendait, par exemple, des actions au niveau du gouvernement, comme quoi la démission de ces ministres qui sont au gouvernement. Non. Après cette déclaration, ils sont là, ils restent, ils continuent à gérer quand même. Qui vous a dit que ce sont des ministres de Katumbi? Le ministre nommé sur la liste des assemblées pour la République. Non. C'est le chef de l'État qui nomme. Nous sommes dans une alliance de gouvernance. Sous proposition de sous proposition. Allez-y. Je vous donne un cas. Parlons de mon vieux Christophe Lutundula. Non, lui, il a dit clairement qu'il... Non, même ça qu'il le dit. Il sait que Lutundula n'a pas été nommé ministre des Affaires étrangères sur la liste des assemblées. Ça, allez-y vous renseigner. Bon, je vais construire une idée. Ouais. Mon vieux Lutundula. Vous savez que Lutundula n'a pas été, prenons votre logique, n'a pas été proposé par Katumbi. Sur la liste des candidats ministres pour le compte d'ensemble pour les changements. Ouais. Il a été nommé dans un ministère régalien où il n'a qu'à rendre compte au chef de l'État. Moi, je veux ce sont des ministres nommés par le président Félix. Ce ne sont pas des ministres de Katumbi. Écoutez, des députés de Katumbi. Alors, allons-y. Depuis quand c'est devenu ils ne sont plus députés de la population, c'est la logique est simple. Oui, il faut habiter qui. Moi, je suis... Attendez, moi, je veux qu'on fasse la politique. C'est intéressant cette logique. Alors, maintenant, prenons cette logique-là. Moi, je suis Francis, votre ami, et je vous recommande, mon fils, dans votre cabinet. Et toi et moi, on ne se salue plus, on ne s'appelle plus, ça brûle entre nous deux. Et mon fils continue à travailler chez toi. Vous pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut aller? Non, mais attendez. Et c'est moi qui vous ai recommandé mon fils. Après tout, la démission est un acte volontaire. Après tout. Non, mais la logique vous dit que quand tu n'es plus avec quelqu'un... Attendez, vous parlez de la logique. Prenons cette logique. Qui nomme les ministres? C'est Katumbi? Non, c'est le chef de l'État. Et qui a envoyé les ministres? C'est Katumbi qui a envoyé. Vous parlez de la logique ou pas? Oui, nous parlons de la logique. Quand ils deviennent ministres, n'est-ce pas qu'ils souscrivent au code de bonne conduite? Oui. Quand ils deviennent ministres devant le chef de l'État les a moralisés. Vous venez au gouvernement, vous ne rendez pas compte à une autorité morale que ce soit. Le chef de l'État l'a dit devant les ministres. Quand ils deviennent ministres, n'est-ce pas qu'ils enlèvent leurs étiquettes des partis politiques? Alors quand oui, mais dans la pratique. Mais on parle de la logique. Moi je suis dans votre logique. Alors écoutez, quand on dit que Katumbi devrait partager avec Félix Tshisekedi
le bilan en 2023. Pourquoi, selon UDPS, c'est parce que Katumbi a des ministres au sein du gouvernement. Parce qu'il gère aussi. Vous dites quoi? Vous suivez Kabouya. Vous suivez Kabouya. Vous savez, à un certain moment, il faut qu'on vienne sur des plateaux de télévision et n'est pas discuter de certaines idées. Des personnes qui... Non, vous parlez... Je ne dénigre pas... Vous parlez de Kabouya, mais il n'est pas le seul à le dire. Kabouya n'est pas le seul à le dire. Si vous voulez qu'on parle... Donc, si c'est une réflexion de patoufle, ces raisonnements... cette réflexion de patoufle-là n'est pas seulement de Kabouya. Bon, ok. Si vous voulez qu'on parle de la logique, c'est que moi, je suis dans cette logique que j'avance ici. Si vous voulez qu'on parle de la pratique ou de la politique à la congolaise, je vais vous dire tout simplement que même lui, Katumbi, sait qu'il va partir, il va laisser quelques plumes là dans l'union sacrée. Il ne va pas sortir sans se mouiller. Non, mais il a déjà laissé... tout à fait. Il a dit... Eliezer. Il a laissé Eliezer. Voilà, il va laisser des gens. Moi maintenant, ce que je pense, c'est quoi? Il faut maintenant commencer à réfléchir sur des alliances. Puisqu'il sera difficile qu'on ait tous ces gens-là comme des candidats. Ils vont sûrement faire des alliances. Et bien éviter de mêler Lutundu là dans ça, parce que bon, à son âge, il va aller faire la politique. Il ne va plus refaire l'opposition. Il ne peut pas. Il faut maintenant réfléchir sur des alliances qui vont se faire entre les acteurs politiques pour qu'on ait 2, soit 3 candidats à la limite, ou 4 qui vont aller aux élections. Et je pense que c'est ça la démocratie. Alors que les gens se prononcent, qu'on ait des candidats qui vont facilement ou difficilement faire des alliances, et c'est au peuple de juger. Laissez cette intolérance. C'est là que moi je martèle. L'intolérance politique. L'UDPS doit cesser avec cela. Sinon, on deviendra une république des insultes. On se réveille un matin, on commence à insulter même les parents d'un candidat président de la République. Ce n'est pas la République démocratique du Congo. Alors que nous sommes République démocratique du Congo, il faut cesser avec ces pratiques. Alors, Dan, peut-être, ça sera votre... parce qu'on doit chiter, votre toute dernière reprise de parole. Est-ce que on ne va pas voir Katumbi de l'autre côté de la Zambie en train de guetter la République démocratique du Congo de loin, comme ça a été le cas avec Joseph Kabila? Parce que vous êtes déjà au Castar. Est-ce qu'il va rentrer au pays? Déjà, je vous rappelle qu'on lui a refusé l'autorisation de survol et il est passé par Kassoum Balessa. Est-ce qu'il va revenir? Bon, s'il va revenir... Non, connaissons là, ce n'est pas dans ses pratiques. Allez-y, le problème c'est son entourage. C'est les fous du roi. S'il va revenir, là on va voir. On va voir dans les prochains jours s'il va revenir ou pas. Mais s'il ne revient pas, ça sera une très mauvaise nouvelle, parce que ça sera un recul démocratique. Or, la démocratie voudrait que nous puissions avancer, nous puissions aller au-delà, nous puissions aller d'un point A vers un point B. Vous voyez, ce que je ne veux pas que nous puissions vivre encore, c'est le scénario qu'on a vécu à l'époque de Kabila. On a vu Katumbi carrément empêché à venir participer aux élections. Or, c'est un Congolais, il a tous les droits de venir participer aux élections. Ce n'est pas le fait que nous soutenions, ou je soutiens Katumbi, non. Katumbi, c'est un Congolais, il a été gouverneur du... Qui vous a dit que vous soutenez Katumbi? Non, parce que l'imaginaire collectif, c'est que quand tu parles, tu défends... Quand tu défends, quand tu sens déjà dans ça. Donc en fait, un leader politique. L'imaginaire collectif voudrait que quand on défend quelqu'un, on est déjà proche de lui. On sait comment les gens réfléchissent dans ce pays. Mais je suis de ceux qui pensent que, avec la bonne volonté du président de la République qui a impulsé l'état de droit, notamment par la restructuration de la justice, on a vu des magistrats qui ont été qui ont passé récemment le concours, bientôt qui vont être affectés. Je pense qu'il sera une victoire pour le chef de l'État, pour sa politique, de laisser Katumbi compétir. Qu'on le laisse compétir, qu'on puisse voir quelle en sera l'issue. Le mal sera, moi j'ai toujours condamné la loi Lutundu, là, même si je sais que Joseph Fouti a pendant un mois travaillé avec Lutundu, là. Je ne dis pas que j'ai de Lutundu là. Oui, mais j'ai travaillé. Je suis journaliste et nous travaillons avec les acteurs politiques. La loi
la loi de 2013, si je ne me trompe pas, la loi de 2013, partant de un tour à de deux tours à un tour, voilà. C'était un crime constitutionnel, à mon avis. C'était une procédure qui a été orchestrée pour que Kabila puisse à nouveau être réélu. En 2011. En 2011 plutôt. C'était une procédure pour que Kabila soit réélu en 2011. Aujourd'hui, on en paie le prix. D'où ce qu'il faut faire parmi les des lois taillées sur mesure. Taillées sur mesure, tant qu'on le voit dans les États démocratiques, dans les États dictatoriaux, comme on l'a vu au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso qui était déjà en âge de ne plus postuler à plus ou moins 80 ans, on a modifié la Constitution pour qu'il puisse repostuler et être candidat président de la République. Il a été élu massivement. Qui veut de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville? Tous les jeunes en ont marre, mais il est toujours là. C'est comme au Cameroun. Donc ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que si j'étais Tshisekedi, on prenait le pouvoir en 2019, j'allais faire des réformes majeures. Les réformes que le peuple attend. Premièrement, allez-y rapidement pour chuter. Premièrement, réformer la Constitution. Dans quel sens? Est-ce que cette modification n'était pas aussi quelque part liée à des problèmes financiers? Oui, ça c'est un prétexte. Dit une masse financière. Joseph Foutila, c'était le Matadi Kibala qui est coupé. Joseph Foutila. On ne sait pas le réhabiliter en semaine. Joseph Foutila, en parlant comme ça, tu donnes raison à Jacques Chirac qui a dit que les élections ou la démocratie, c'est un luxe pour les Africains. Or, la démocratie, nous l'avons toujours vécue dans nos coutumes. Quand on était avant la colonisation belge, nous avions une certaine démocratie aussi chez nous. Donc, la démocratie, ce n'est pas un luxe pour les Africains. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je vais vous dire, nous avons de l'argent dans notre pays. Ce qu'il faut, c'est préparer, planifier ces élections. Le décaissement des fonds, tel que prévoyait le gouvernement de Matata Ponyo à l'époque. Le décaissement de plus ou moins, si ma mémoire est bonne, 250... Matata, lui, n'a pas pu organiser les élections dans les délais. Voilà, c'est-à-dire la prévision. Rapidement, 250 millions, on a débordé, allez-y. 250 millions ou 300 millions chaque année. Vous voyez? Chaque année, vous avez par exemple 300 millions. Et sur 5 ans, vous allez remplir 900 millions censés organiser l'élection. Donc, ce qu'il faut faire, notre constitution, nous devons la réformer. Il faut un référendum. On ne mérite plus d'avoir 500 députés. Ça se fera peut-être après. On ne mérite plus d'avoir 500 députés nationaux. Le pays est très pauvre pour avoir 500 députés nationaux. C'est beaucoup. Merci. Il faut supprimer le Sénat, à mon avis. Alors, il faut des mesures courageuses pour que le Congo puisse évoluer. Sinon, on va tourner en rond. Je crois que c'est le moment de réactiver la loi Tchani. Je pense pas que ça va être... Je pense pas. Il est là. Mais on ne la sent plus. Peut-être que c'est le moment pour quelque chose. Je disais ceci. Je voudrais dire, d'ailleurs, ça vaut même pas la peine parce que, étant qu'un averti, nous avons l'habitude de lire entre les lignes. Le fait que Katumbi cherche d'abord un moyen pour sortir de la République démocratique du Congo et aller faire ses speeches à l'étranger, ça veut dire que pour lui, il avait nécessairement besoin d'avoir les garanties avant de refouler les pieds ici à Kinshasa. Ça veut dire lorsqu'il part là-bas et qu'il fait ses discours, avant de regagner Kinshasa, Moïse Katumbi attend voir la température de Kinshasa. Si pendant que Katumbi est à l'extérieur et que ces dossiers s'enflamment ici à la République démocratique du Congo, Katumbi ne reviendra pas. Mais vous ne craignez... Si vous voyez... On va pas revivre... Si vous voyez Katumbi fouler le sol de Kinshasa calmement, dites-vous qu'il n'y aura rien dans ces dossiers. Parce que, dites-vous, que Katumbi aussi est mieux introduit, il a les informations. Si il se prépare quelque chose lié à la justice contre lui, Katumbi ne reviendra plus. Mais s'il revient calmement, dites-vous que tout va bien, ça veut dire qu'on a cessé de chercher des poux dans sa tête. Merci. Un petit dernier mot? Ouais, moi je vais tout simplement demander au tenant du pouvoir de ne pas être décontenancé par l'annonce de la candidature de Moïse Katumbi. C'est un fait normal. Vous voyez, c'est un fait normal et que cela n'embrille pas le pouvoir. Moi, je pense qu'il faut plutôt demander à la population de s'enrôler massivement pour non seulement avoir le poids politique, mais également permettre à la population de s'approprier les processus électoraux. Et pour le reste, on verra avec le temps. Que Katumbi postule, qu'il soit candidat, qu'il puisse compétir plutôt aux côtés
du président Félix, c'est normal. Alors, merci. Les dernières lignes, attendez. Les dernières lignes de l'émission. Nous sommes presque à la fin, mais il faudrait que je revienne quand même sur quelque chose. Vous n'avez plus droit à la parole et c'est comme ça que vous allez vous habituer désormais à Congo Presse. C'est moi maintenant qui clôture l'émission et il faut attendre. Alors, je reviens sur la question de M. Gekoko Moulumba. Il faut classer quand même les choses. Vous ne pouvez pas faire des reproches au chef de l'État. Ça, c'est clair. Vous êtes de l'UDPS et vous reprochez à un président de la République d'avoir nommé des gens. Asselo, c'est le ministre de l'Intérieur qui fait des propositions au chef de l'État que je présume très intelligent, président de la République, qui trouve que la liste lui présentée par le ministre de l'Intérieur, c'est une liste effective et c'est normal. Et c'est alors que le président va nommer. Mais vous êtes de l'UDPS, vous déshonorez quand même le président de la République qui a nommé le bourgmestre. Non. Je crois que sur la liste de bourgmestres, il y a votre femme qui est là. C'est aussi ça la démocratie. Sa femme. C'est très important. Donc on ne va pas revenir sur ça. Merci. Le rendez-vous est pris, mesdames et messieurs. On se sépare par ici le mardi à 11h. Merci Dan. Merci à Josué Foutila. Merci. Merci à Ben Kaimbe. On va se retrouver prochainement. Merci.